prises par certains États pour encourager la libre circulation. Nous ferons le point au Congo, au Cameroun, à la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. À quelques heures de l'ouverture du prochain sommet de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, comment juge-t-il cette libre circulation de plus en plus intégrale comme souhaité par la conférence des chefs d'État? Le point sera proposé sur le 20h. Le 20h, c'est également cet ultimatum venant du ministère des Postes et Télécommunications qui donne 6 mois aux différents opérateurs pour se conformer en matière de bonne qualité de connexion dans notre pays. C'est le résultat de l'exploitation d'un rapport d'audit qui a été rendu public aujourd'hui à Yaoundé. Le ministre des Postes et Télécommunications somme ses opérateurs à améliorer pendant ces 6 mois les réseaux. Dans cette édition, vous écouterez les porte-paroles, les porte-voix des consommateurs qui subissent des désagréments depuis quelque temps dans notre pays. Et puis c'est une présidentielle qui a pris une autre tournure du côté du Kenya. Salué au départ, le processus électoral se corse au fil des jours avec des troubles divers et même annulation du scrutin dans quelques circonscriptions. On parle également de morts qui seraient enregistrées à la suite de l'escalade de violence. Mesdames, messieurs, voilà pour la vitrine du journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Nous parlerons de la situation au Kenya vers la fin de cette édition du journal avec cette élection confuse. Le temps d'aller dans un quartier qui était considéré comme le berceau de la fraternité et de l'amour du côté de Bangui en République centrafricaine. Le quartier s'appelle PK5. Hier, c'était le coin des retrouvailles, mais depuis le déclenchement de la crise centrafricaine, ce quartier est devenu très redouté, berceau de différents conflits et de divergences. Le secrétaire général des Nations Unies ne pouvait pas manquer l'occasion de faire un tour à PK5, propager la parole de la paix et de l'unité et du dialogue. Juan Antonio Guterres était sur le terrain. Il en a profité pour échanger avec les leaders religieux. Véronique Boudou nous en parle. En père de famille, Antonio Guterres est allé vivre l'ambiance qui règne à PK5, une zone de Bangui dont la réputation est restée péjorative au vu des massacres qu'elle a enregistrés. Une casquette rejetée par ces derniers au cours de la causerie d'avec le numéro 1 des Nations Unies, qui lui est resté attentif à leurs doléances. Je souhaite une leçon très importante. Et votre message de réconciliation et de paix est un message essentiel en Centrafrique aujourd'hui. Pour le secrétaire général des Nations Unies, il est grand temps de prendre des mesures temporaires d'urgence. Je peux vous garantir que pour la MINUSCA, le principe que le Centrafrique est un pays de tous les Centrafricains et que l'égalité est un principe républicain essentiel est pour nous une valeur indiscutable. Et nous ferons de notre mieux pour garantir que dans notre travail avec les Centrafricains, le gouvernement, les autorités, les communautés, ce principe d'égalité soit reconnu et respecté. Des échanges émouvants qui pourraient s'interpréter comme étant une bouffée d'oxygène apportée une fois de plus par le patron des Nations Unies au peuple centrafricain. Ça a choisi de passer 4 jours en République centrafricaine pour échanger autour de cette crise qui a fait beaucoup de victimes dans ce pays. Et puis l'Afrique centrale, vous parlez de l'actualité également dominante, c'est la situation en Guinée équatoriale. Théodoring Obiangema Mazoro, le fils de l'autre, vice-président de cette république, a été condamné par un tribunal correctionnel du côté de Paris ce jour à 3 ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende à la suite de l'affaire des biens mal acquis. Si des réactions ne sont pas encore enregistrées, c'est un fait inédit et un jugement qui a été rendu à l'absence du principal concerné. Marceline Toussier. Il a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Paris d'avoir frauduleusement bâti en France un patrimoine considérable avec l'agent de la corruption. Théodoring Obiang, vice-président de la Guinée équatoriale, qui ne s'est pas présenté ce jour au procès, a été jugé en son absence pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption. Selon le procureur de la Chambre correctionnelle, ces dépenses frauduleuses en France s'élèvent à plus de 150 millions d'euros, financées par le produit de la corruption, de détournement de fonds publics et d'autres délits commis en Guinée équatoriale. L'avocat de Théodoring Obiang dénonce une décision militante et a su examiner tous les recours possibles. Condamné à 3 ans de prison avec sursis, le fils du président de la Guinée équatoriale n'a pas pu échapper à la justice française.
Autre sujet d'actualité, même si on a noté au passage la réaction des avocats défenseurs qui estiment que c'est un tribunal qui a brillé par l'ingérence dans les affaires internes de la Guinée équatoriale. Quelques panafricanistes sont également mobilisés pour condamner ce procès inique. Parlons justement de la sous-région Afrique centrale. Où en est-on avec la libre circulation? Cette semaine, quelques sorties notables ont été enregistrées. Le Gabon d'abord, la Guinée équatoriale et le Congo ont décidé de procéder à cette libre circulation. Même si les délais sont réduits, la situation du Cameroun reste encore assez incongrue et même ambiguë, mais les freins réels à la libre circulation sont identifiés par quelques spécialistes. Salamatou Badian. Accusés d'être en partie responsables du retard du projet sur la libre circulation en zone CEMAC, la Guinée équatoriale et le Gabon ont finalement ouvert leurs frontières respectivement les 17 et 19 octobre 2017, selon les circulaires publiées, après de nombreuses renonciations à la mise en application de l'accord de 2013. C'est la Guinée donc qui a freiné de 4 fers la libre circulation en ne pas ouvrant chaque année que la décision était prise. Il disait qu'il n'y a pas un fichier sécurisé pour les mouvements de personnes, il faut faire. Jusqu'à aujourd'hui, on est arrivé au passeport CEMAC, carte d'identité informatisée et autres. Ils n'ont pas toujours trouvé. On a sorti une autre touche qu'il fallait un fichier des personnes recherchées, terrorisme, autant de choses qui n'ont pas permis que pendant 7 ans, la sous-région puisse avancer dans cette libre circulation des personnes et des biens. Ils rejoignent ainsi le Congo-Brazzaville le 23 octobre dernier, la République centrafricaine le 13 octobre et le Tchad, meilleur élève, le 8 août 2017, qui ont par leur communiqué supprimé les visas pour les ressortissants de la région. Cela n'est pas sans condition, les bénéficiaires devront disposer d'un passeport biométrique ordinaire, diplomatique ou de service pour un séjour ne dépassant pas les 3 mois. Cependant, pour les observateurs, ces documents seuls ne suffisent pas. On est encore à la libre circulation des personnes. Donc il faut que la commission travaille parce que si je peux me déplacer et que mes biens ne suivent pas, il n'y aura pas cet échange que nous désirons en matière commerciale. Donc, alors il faut effectivement qu'on applique des accords au niveau de la douane et autres textes qui sont en la matière au niveau de la sous-région. Si ces États ont finalement cédé, le Cameroun manque encore à l'appel, même si pour les observateurs, il n'y a pas à s'inquiéter. Au Cameroun, la libre circulation est bien effective depuis plusieurs années. Il y avait une libre circulation, on peut dire tacite, entre 4 États déjà. Le Cameroun, le Congo, le Tchad et la République centrafricaine, où on n'avait pas besoin de visa. On sait qu'au Cameroun, c'est ouvert, mais il faut quand même que chacun s'engage de manière formelle à la libre circulation des personnes et des biens. Après 23 ans de tergiversation, la libre circulation des personnes et des biens en zone CEMAC pourrait aboutir, mais avec plus de volonté des dirigeants des États membres. L'organisation régionale tient son sommet extraordinaire cette fin du mois d'octobre en Djamena au Tchad, peut-être de nouvelles perspectives. Mais de façon formelle, le Congo s'est engagé, même si la communication officielle établit cette libre circulation pour une période de 90 jours. C'est déjà un pas qui est salué par les Africains de la CEMAC rencontrés du côté de Brazzaville. Pascal Ngangandiaye. La République du Congo vient d'emboîter le pas aux autres pays de l'espace communautaire CEMAC, tels la Centrafrique, le Gabon et le Tchad, après avoir entériné par un acte la décision prise par les chefs d'État de la CEMAC le 25 juin 2013, celle portant suppression des visas pour les ressortissants de la CEMAC dans l'espace communautaire. En séjour au Congo, sont exemptés de l'exigence des visas d'entrée et d'autorisation de sortie sur le territoire congolais pour une durée de 3 mois. La CEMAC est un instrument, pense-t-il, de développement de la sous-région. Et donc, cette décision des chefs d'État devait être entérinée par chacun des États au travers des circulaires. Et le ministre de l'Intérieur, justement, a pris cette circulaire depuis lundi pour rendre effective la circulation, justement, des personnes relevant de l'espace CEMAC sur toute l'étendue du territoire du Congo. Ceux naturellement qui disposent ou d'un passeport, de service, passeport diplomatique ou passeport ordinaire. En tout cas, ils sont exemptés de visa pour une période qui n'excède pas 90 jours. Si le territoire congolais a toujours été ouvert aux citoyens d'autres pays de la CEMAC, l'acte que viennent de poser les autorités de ce pays
a été vivement salué. Le Cameroun est un pays ouvert depuis très longtemps au pays de la CEMAC. Au contraire, nous félicitons ceux qui s'ouvrent aujourd'hui. La libre circulation est une très bonne chose. C'est une manière de booster l'intégration sous-régionale. Et il était temps que cela se fasse. À quelques jours de la tenue en N'Djamena du sommet des chefs d'État de la CEMAC, les annonces partout dans les différents États membres sur l'effectivité de cette décision de la libre circulation des personnes constituent une avancée significative sur la voie de l'intégration économique et du développement de l'espace CEMAC. Je précise que nos équipes s'activent en ce moment sur le terrain, notamment à la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Dans les éditions d'information de la mi-journée, vous avez pu écouter le sous-préfet de Kiossi nous faire l'état de la libre circulation là-bas. Dans les toutes prochaines minutes, Martin Okala va nous produire un reportage qui a été réalisé sur place, sur le terrain, ce jour même. Le temps de parler de cette promotion, la 36e du genre de l'école militaire interarmée, l'EMIA, ici à Yaoundé. Le nom de baptême a été dévoilé aujourd'hui. Il parle d'unité et diversité. Le dévoilement a été présidé par le ministre délégué à la présidente en charge de la Défense, Joseph Betty Assomo. C'est un nom de baptême qui arrive dans un contexte particulier marqué par cette promotion du vivre ensemble dans un Cameroun uni et diversifié. Michel Serichungi. Tout comme les précédentes, la 36e promotion de l'école militaire interarmée s'est faite une identité à la cour d'honneur de la brigade du quartier général. Tradition militaire oblige, les concernés, sous un pas de reine, rejoignent la place à eux réservée. Le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la Défense, qui préside la cérémonie en présence des hauts cadres de l'armée, dévoile le nom de baptême de cette promotion, tel que décidé par le chef de l'État Paul Biya. Promotion, unité et diversité. Un nom dont le choix est expliqué. Pluralité, la variété, l'hétérogénéité sociologique sont pour notre pays une grande richesse et un précieux atout. Et l'unité, vous le savez, le ciment, le lien qui fait de la diversité un atout. Les citoyens de notre pays étant comme les enfants d'une même famille qui, bien que différents, se doivent de demeurer proches, solidaires et unis, notamment face à l'adversité. Les élèves officiers reconnaissent le poids de ce nom qui leur est donné. Les officiers, nous puissions, par la diversité, vu que tout le monde vient de partout, nous puissions en même temps agencer la diversité de nos cultures, de nos habitudes, avec l'unité, c'est-à-dire l'unité de la nation. Parce que nous, on est là pour défendre la nation, on est là pour la paix de la nation. Donc, il faut trouver le juste milieu pour trouver un équilibre entre l'unité et la diversité. Le MINDEF ne manque pas de leur rappeler le contexte dans lequel se déroule leur formation. Dans un contexte socio-politico-sécuritaire, marqué par des menaces et soubresauts sur les idéaux de paix, de cohésion et d'intégration nationale, si cher au chef de l'État, chef des armées, son Excellence M. Podia, et à la nation camerounaise tout entière. Ces pernicieuses velléités d'atteinte à la paix, à la loi et à l'ordre républicain sont des aventures et dérives à gérer sans état d'âme et à ne laisser prospérer sous aucun prétexte que ce soit. 2 ans de la fin de la formation, le MINDEF demande aux élèves et aux formateurs de respecter et de valoriser le nom de la 36e promotion donnée ce jour. Les invités peuvent au finish, à travers le défilé, savourer le pas de la reine. Magnifique défilé. Allons à présent dans cette localité de Kiossi, ville des frontières, véritable miroir des déplacements autorisés ou pas autorisés des populations. À cette ère de la libre circulation et les différentes décisions qui sont prises par les États, comment se vit la réalité de ce côté? Le sous-préfet, les commerçants et autres vont réagir dans cet élément tourné par Martin Okala. Malgré la suppression du visa en zone CEMAC, c'est difficile pour les populations de faire des allers-retours sur le sol gabonais. La mesure qui avait été prise le 19 du mois en cours
n'est pas déjà entré dans son effectivité. Notamment, les autorités gabonaises, celles des Meyoké, font état de ce qu'elles n'ont pas déjà reçu la note, c'est-à-dire l'instrumentum en lui-même, qui leur donne la possibilité de mettre en application la mesure qui a été prise par le ministre de l'Intérieur. Jassam Elise, jeune Camerounaise, bien qu'ayant son passeport, vient d'être rapatrié par les autorités gabonaises. Ils ne m'ont pas demandé l'argent. Ils m'ont porté dans les voitures pour me laisser ici à Kousi. Ils m'ont rapatrié. Pour ceux qui ont la chance de traverser, il faut payer à chaque poste de contrôle. Comme avant, pour avoir le visa, il fallait négocier 100 000 pour avoir le visa. C'est fini. Tu arrives juste, tu donnes tes 5 000, on te met le cachet. Mais les 2 000 en route, ça ne peut pas finir. Et de Meyoké au Libreville, il y a 25 contrôles. Il y a 25 contrôles, il faut prévoir minimum 50 000 francs. Du côté de la Guinée équatoriale, les mouvements de va-et-vient sont perceptibles au niveau de la frontière. Au Cameroun, la libre circulation des biens et des personnes en zone CEMAC est effective depuis la décision des chefs d'État en 2013. Je suis bien gabonais. Je vais jusqu'à Boya, Limbe, Douala, n'en parlons plus. Avec mon passeport, je ne prends aucun visa. Je vais librement, je n'ai jamais été inquiété. Le sommet des chefs d'État, prévu mardi prochain, pourra mettre un coup d'accélérateur dans la matérialisation de la libre circulation des biens et des personnes dans la sous-région Afrique centrale. Voilà un sujet qui devrait intéresser la municipalité de Kirsi, celle concernant la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun. C'est une nouvelle phase qui a été franchie aujourd'hui à Douala, avec un document qui va être présenté comme un document guide utile pour tous les élus municipaux et qui devrait contenir la méthode, la méthodologie et tous les moyens de sécurisation des différentes ressources. Décentralisation rimant avec ressources. Le ministre de l'Administration territoriale et la décentralisation, René Emmanuel Sadi, était à Douala aujourd'hui pour cette campagne de lancement de ce guide, mais également des explications du mode opératoire. Edmond Foutué. À l'ouverture du séminaire dans la salle des banquets du gouverneur de la région du littoral, le ministre René Emmanuel Sadi situe l'importance de ce guide. La décentralisation est effective, elle est en marche. Et on peut dire qu'à ce jour, les résultats de la décentralisation sont tout à fait appréciables au Cameroun, où le défi majeur à relever, c'est celui de la mobilisation des ressources financières. Que les communes puissent elles-mêmes générer les ressources qui leur permettent de fonctionner. Mobilisation et sécurisation des ressources communales, c'est un livre de 78 pages produit par le Comité national des finances locales qui va désormais accompagner les responsables des collectivités territoriales décentralisées à mieux sécuriser les ressources communales et celles reçues de l'État. Comme vous le savez bien, à Douala 2e, en vue de la mobilisation et de la sécurisation de nos recettes, nous avons mis sur pied des stratégies qui consistent à travailler justement avec des microfinances qui aujourd'hui perçoivent de l'argent auprès de qui les contribuables s'acquittent afin de nous les reverser. Les stratégies sont certes élaborées, mais sur le terrain, les freins sont encore nombreux. On dit qu'on va vous donner un bip. Après, il y a les passations des marchés qui prennent encore 10 mois. À la fin, vous finissez une année sans pouvoir mettre en application ce que vous avez à faire. Ça s'appelle une décentralisation. Qu'on laisse les maires avoir les moyens pour mettre leur politique en action. Et c'est pour cela que nous disons que si déjà les ressources arrive un peu tard, c'est important qu'on restaure, n'est-ce pas, l'autonomie financière totale du FECOM, parce que c'est à travers le FECOM que les centimes additionnels qui nous sont, parce que les centimes additionnels sont des ressources stables. Ce manuel marque la seconde étape du processus de décentralisation au Cameroun. Natou Alioum, c'est désormais elle qui est installée à la tête du tribunal de première instance de Mfou, mais également du tribunal de grande instance de la Mefou à Famba. Ce magistrat de 4e grade a été installé aujourd'hui avec des recommandations précises compte tenu de la délicatesse de ce département. Mélanie Libanga. Il est 12 heures, passé d'1 minute, lorsque Madame le Président des tribunaux de première instance d'Onfou et de grande instance de la Mofou et à Famba fait son entrée dans cette salle du palais de justice d'Onfou, bondée de monde et plus particulièrement des membres de la famille judiciaire de la région du centre. Avant l'installation proprement dite, un tableau des problèmes auxquels Madame le Président devrait faire face lui a été présenté. Sur le plan judiciaire, bien que ce département ne soit pas le plus criminogène du ressort de notre Cour,
Vous aurez affaire à y faire face à toutes sortes de criminalités. De la petite à la grande délinquance, des petites incivilités sur la voie publique aux crimes les plus crapuleux, des atteintes aux biens d'autrui, à l'intégrité physique, des pratiques de sorcellerie, à la consommation, au trafic de stupéfiants et j'en passe. Un accent particulier a été mis sur l'aéroport international de Simalène avec les riverains qui jouent de temps en temps aux petits rebelles. D'un air serein, Mme Aminatou Alioum écoute attentivement son interlocuteur. Après ces quelques paroles édifiantes, Madame le Président de la Cour d'appel du centre a procédé au rituel de l'installation. Celle qui est désormais la locomotive dans le domaine de la justice du département de la Mofoué-Famba, composé de 8 arrondissements, se résume par compétence, discipline personnelle et discrétion. Une discrétion qui se manifeste par ces quelques mots. Tout d'abord, témoigner ma profonde gratitude au président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, pour le renouvellement de sa confiance en ma personne. À monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, de m'avoir proposé à ce poste. L'élite locale, quant à elle, souhaite que la justice écrive ses lettres d'or à Mfou. Nous souhaitons que la justice aille bien, comme d'habitude, dans la Mofoué-Famba. Voilà mon plus grand souhait. Du haut de ses 52 ans, la magistrate de 4e grade a été nommée à ce poste par décret présidentiel le 7 juin dernier. Familles et amis venus nombreux à cette audience solennelle d'installation ont manifesté leur joie. Avant d'ouvrir la page sportive de cette édition du 20h, voilà par exemple un sujet qui intéresse tous les magistrats, le climat autour de la présidentielle au Kenya, un processus électoral qui avait pourtant bien commencé et qui au fil des jours connaît quelques blessures et quelques failles avec parfois l'escalade de violence. On signale d'ailleurs des morts, mais surtout les reports du scrutin dans au moins 4 comtés. Que se passe-t-il du côté du Kenya où Uhuru Kenyatta est toujours présenté comme favori? Edith Tania. L'élection présidentielle est reportée pour ce samedi 28 octobre dans 4 comtés sur les 47 que compte le Kenya. Après les violences enregistrées à l'ouverture des bureaux de vote entre les partisans de l'opposition et l'armée, le président de la commission électorale kenyane a annoncé le report du scrutin lors d'une conférence de presse. Il s'agit notamment des comtés de Homa Bay, Kisumu, Migori et Siaya, réputés pour être des bastillons du principal chef de l'opposition, Raila Odinga. Selon les sources hospitalières et policières, au moins 3 hommes ont déjà trouvé la mort en marge de cette élection présidentielle bis. Ce scrutin est organisé après l'annulation par la Cour suprême de celui du 8 août dernier, à l'issue duquel le président sortant Uhuru Kenyatta avait été élu avec 55% de suffrages contre 40% pour Raila Odinga. Pour l'heure, les chiffres font état d'un taux de participation de 34,5% contre 48% lors de la précédente. En attendant, les premiers résultats sont en faveur du président sortant. Vous n'avez certainement pas oublié le rendez-vous tout à l'heure à 21h, demi-finale de la Coupe d'Afrique de volleyball entre les Lions du Cameroun et les Pharaons d'Égypte. Les Lions sont donc à un match de la finale de cette compétition panafricaine. Avant de descendre dans l'arène, ils ont rencontré le ministre des Sports, Pierre-Ismaël Bidongpat, pour un message d'encouragement. Maxino Tchabak. Après avoir battu le Maroc, le Nigeria, puis la Libye en première phase de la CAN masculine de volleyball Égypte 2017, les hommes de Blaise Mayam affrontent la sélection nationale égyptienne tout à l'heure à 21h, heure de Yaoundé. S'il y a déjà la pression de la compétition qui monte, mais il y a surtout l'envie de relever le défi de la brillante victoire des Lions il y a quelques jours ici au Palais des Sports de Ouargla. Heureusement que les volleyeurs camerounais, autrefois appelés les Galactiques, peuvent compter sur le soutien de leur pays. C'est le Cameroun en marche. Donc, il faudrait que nous soyons rassurés. Si tout au moins, vous êtes conscient de la responsabilité qui vous incombe. Et je viens essentiellement avec le message d'encouragement des très hautes autorités de la République, de l'ensemble du mouvement sportif camerounais, de tous les Camerounais patriotes qui vous encouragent à persévérer dans vos efforts pour relever le défi qui devient déterminant à partir de ce soir. Ce n'est donc pas une affaire mission du ministre. Vous le savez, il y a des calendriers compressibles. Nous avions la CAN de volleyball féminin qui vient de s'achever pendant que la vôtre devait commencer.
Donc, au niveau administratif, nous étions représentés au haut niveau, dont le ministre était là. Et l'administration a toujours été là pour vous soutenir. Et comme vous le remarquez, ce n'est pas une réunion tout simplement traditionnelle pour respecter certaines échéances. C'est un devoir régalien pour lequel le ministre doit être là. Et c'est un moment d'échange franc, patriotique, exhaustif qui nous permet de faire le point avant que vous n'entriez en compétition. En cas de victoire contre l'Égypte ce soir au Caire, le Cameroun sera qualifié directement pour la Coupe du monde de volley-ball masculin. Une compétition qui sera co-organisée par la Bulgarie et l'Italie du 10 au 28 septembre 2018. Le ministre des Sports, Pierre Ismaël Bidongpat, qui s'est exprimé ainsi sur les antennes de la CRTV, la radio-télévision nationale du Cameroun. Parlons coup de poing et de boxe. C'est également une nuit de combat demain samedi 28 octobre et c'est un Camerounais, on va le dire ainsi, d'origine, le boxeur d'origine camerounaise de nationalité française, Takam, va donc aller à la conquête du titre des poids lourds WBA IBF face à Joshua Anthony. Le combat aura lieu à Cardiff ce samedi 28 octobre. Le Camerounais que nous avons suivi se dit prêt pour cette rencontre. C'était au cours d'une interview menée par nos confrères de IBL TV. Max Notabak nous en parle. Le boxeur de 36 ans n'a eu que 12 jours pour préparer sa rencontre face au Britannique d'origine nigériane Joshua Anthony. Car le boxeur de 36 ans n'a eu que 12 jours pour préparer sa rencontre face au Britannique d'origine nigériane Joshua Anthony. Carlos Takam a été choisi après quelques petites difficultés avec les coups de poing du boxeur camerounais. Mais parlons culture pour entrer en week-end avec de très belles couleurs. Des artistes seront sur scène, des noms bien connus. Coco Argenté, naturellement, qui va poursuivre son Coco Argenté show. Vous retrouvez également sur le plan international des artistes quelques Sanzi, Vianney et autres. C'est en tout cas un week-end tout à fait doré que présente Visley Oye. À Yaoundé ce soir, au cabaret Le Parallèle, Mama Princesse, l'étoile de l'Ouest, vous fera vivre au rythme de la dédicace de son premier opus musical. Album de 6 titres, mélange de Makossa, Ben Sikin et plusieurs autres rythmes du Cameroun. Après son carton plein à Carrousel, Lago Galaxy, Coco Argenté sera en showcase ce vendredi à Douala avec la compagnie Argenté au Biblos. Demain samedi 28 octobre au FENAC de Bali à Douala, à partir de 15 h, la voix d'or du Bikoutsi Lady Ponce donne rendez-vous à tous ses fans pour la dédicace de son nouvel album Patrimoine, qui se fait fièrement déjà adopté par de nombreux mélomanes. La belle et la très talentueuse Sanzi Vianney poursuit sa tournée africaine. Elle va clôturer cette tournée musicale à Djibouti le 30 octobre. Elle prestera demain 28 octobre à Kigali. Amoureux de l'art et de la culture, bon week-end à tous. Et puis avant d'entrer pleinement dans ce week-end, c'est un lion indomptable de la sécurité sociale qu'on reçoit tout à l'heure à 21 h dans le cadre du programme Décryptage, le directeur général de la CNPS. Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles au programme de votre chaîne de télévision. Bonne soirée, bon week-end à tous. De l'école militaire interarmée, l'EMIA, ici à Yaoundé. Le nom de baptême a été dévoilé aujourd'hui. Il parle d'université
d'unité et diversité. Le dévoilement a été présidé par le ministre délégué à la présidence à charge de la Défense, Joseph Betty Assomo. C'est un nom de baptême qui arrive dans un contexte particulier marqué par cette promotion du vivre ensemble dans un Cameroun uni et diversifié. Michel Serichungi. Tout comme les précédentes, la 36e promotion de l'école militaire interarmée s'est faite une identité à la cour d'honneur de la brigade du quartier général. Tradition militaire oblige, les concernés, sous un pas de reine, rejoignent la place à eux réservée. Le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la Défense, qui préside la cérémonie en présence des hauts cadres de l'armée, dévoile le nom de baptême de cette promotion, tel que décidé par le chef de l'État Paul Biya. Promotion, unité et diversité. Un nom dont le choix est expliqué. Pluralité, la variété, l'hétérogénéité sociologique sont pour notre pays une grande richesse et un précieux atout. Et l'unité, vous le savez, le ciment, le lien qui fait de la diversité un atout. Les citoyens de notre pays étant comme les enfants d'une même famille qui, bien que différents, se doivent de demeurer proches, solidaires et unis, notamment face à l'adversité. Les élèves officiers reconnaissent le poids de ce nom qui leur est donné. Les officiers, nous puissions, par la diversité, vu que tout le monde vient de partout, nous puissions en même temps agencer la diversité de nos cultures, de nos habitudes, avec l'unité, c'est-à-dire l'unité de la nation. Parce que nous, on est là pour défendre la nation, on est là pour la paix de la nation. Donc, il faut trouver le juste milieu pour trouver un équilibre entre l'unité et la diversité. Le MINDEF ne manque pas de leur rappeler le contexte dans lequel se déroule leur formation. Dans un contexte socio-politico-sécuritaire marqué par des menaces et soubresauts sur les idéaux de paix, de cohésion et d'intégration nationale, si cher au chef de l'État, chef des armées, son Excellence M. Podia, et à la nation camerounaise tout entière. Ces pernicieuses velléités d'atteinte à la paix, à la loi et à l'ordre républicain sont des aventures et dérives à gérer sans état d'âme et à ne laisser prospérer sous aucun prétexte que ce soit. 2 ans de la fin de la formation, le MINDEF demande aux élèves et aux formateurs de respecter et de valoriser le nom de la 36e promotion donnée ce jour. Les invités peuvent au finish, à travers le défilé, savourer le pas de la reine. Magnifique défilé. Allons à présent dans cette localité de Kiossi, ville des frontières, véritable miroir des déplacements autorisés ou pas autorisés des populations. À cette ère de la libre circulation et les différentes décisions qui sont prises par les États, comment se vit la réalité de ce côté? Le sous-préfet, les commerçants et autres vont réagir dans cet élément tourné par Martin Okala. Malgré la suppression du visa en zone CEMAC, c'est difficile pour les populations de faire des allers-retours sur le sol gabonais. La mesure qui avait été prise le 19 du mois en cours n'est pas déjà entrée dans son effectivité. Notamment, les autorités gabonaises, celles des Meyoké, font état de ce qu'elles n'ont pas déjà reçu la note, c'est-à-dire l'instrumentum en lui-même, qui leur donne la possibilité de mettre en application la mesure qui a été prise par le ministre de l'Intérieur. Jassam Elise, jeune Camerounaise, bien qu'ayant son passeport, vient d'être rapatriée par les autorités gabonaises. Ils ne m'ont pas demandé l'argent. Ils m'ont porté dans leur voiture pour me laisser ici à Kiossi. Ils m'ont rapatrié. Pour ceux qui ont la chance de traverser, il faut payer à chaque poste de contrôle. Comme avant, pour avoir le visa, il fallait négocier 100 000 pour avoir le visa. C'est fini. Tu arrives juste, tu donnes tes 5 000, on te met le cachet. Mais les 2 000 en route, ça ne peut pas finir. Et de Meyoké au Libreville, il y a 25 contrôles. Il y a 25 contrôles, il faut prévoir minimum 50 000 francs. Du côté de la Guinée équatoriale, les mouvements de va-et-vient sont perceptibles au niveau de la frontière. Au Cameroun, la libre circulation des biens et des personnes en zone CEMAC est effective depuis
La décision des chefs d'État en 2013. Je suis bien gabonais. Je vais jusqu'à Boya, Limbe, Douala, n'en parlons plus. Avec mon passeport, je ne prends aucun visa. Je vais librement, je n'ai jamais été inquiété. Le sommet des chefs d'État, prévu mardi prochain, pourra mettre un coup d'accélérateur dans la matérialisation de la libre circulation des biens et des personnes dans la sous-région Afrique centrale. Voilà un sujet qui devrait intéresser la municipalité de Kirsi, celle concernant la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun. C'est une nouvelle phase qui a été franchie aujourd'hui à Douala, avec un document qui va être présenté comme un document guide utile pour tous les élus municipaux et qui devrait contenir la méthode, la méthodologie et tous les moyens de sécurisation des différentes ressources. Décentralisation rimant avec ressources. Le ministre de l'administration territoriale et la décentralisation, René Emmanuel Sadi, était à Douala aujourd'hui pour cette campagne de lancement de ce guide, mais également des explications du mode opératoire. Edmond Foutu. À l'ouverture du séminaire dans la salle des banquets du gouverneur de la région du littoral, le ministre René Emmanuel Sadi situe l'importance de ce guide. La décentralisation est effective, elle est en marche. Et on peut dire qu'à ce jour, les résultats de la décentralisation sont tout à fait appréciables au Cameroun, où le défi majeur à relever, c'est celui de la mobilisation des ressources financières. Que les communes puissent elles-mêmes générer les ressources qui leur permettent de fonctionner. Mobilisation et sécurisation des ressources communales, c'est un livre de 78 pages produit par le Comité national des finances locales qui va désormais accompagner les responsables des collectivités territoriales décentralisées à mieux sécuriser les ressources communales et celles reçues de l'État. Comme vous le savez bien, à Douala 2e, en vue de la mobilisation et de la sécurisation de nos recettes, nous avons mis sur pied des stratégies qui consistent à travailler justement avec des microfinances qui aujourd'hui perçoivent de l'argent auprès de qui les contribuables s'acquittent afin... Il n'y aura pas cet échange que nous désirons en matière commerciale. Donc, alors il faut effectivement qu'on applique des accords au niveau de la douane et autres textes qui sont en la matière au niveau de la sous-région. Si ces États ont finalement cédé, le Cameroun manque encore à l'appel, même si pour les observateurs, il n'y a pas à s'inquiéter. Au Cameroun, la libre circulation est bien effective depuis plusieurs années. Il y avait une libre circulation, on peut dire tacite, entre 4 États déjà. Le Cameroun, le Congo, le Tchad et la République centrafricaine, où on n'avait pas besoin de visa. On sait qu'au Cameroun, c'est ouvert, mais il faut quand même que chacun s'engage de manière formelle à la libre circulation des personnes et des biens. Après 23 ans de tergiversation, la libre circulation des personnes et des biens en zone CEMAC pourrait aboutir, mais avec plus de volonté des dirigeants des États membres. L'organisation régionale tient son sommet extraordinaire cette fin du mois d'octobre en Djamena au Tchad, peut-être de nouvelles perspectives. Mais de façon formelle, le Congo s'est engagé, même si la communication officielle établit cette libre circulation pour une période de 90 jours. C'est déjà un pas qui est salué par les Africains de la CEMAC rencontrés du côté de Brazzaville. Pascal Ngangandiaye. La République du Congo vient d'emboîter le pas aux autres pays de l'espace communautaire CEMAC, tels la Centrafrique, le Gabon et le Tchad, après avoir entériné par un acte la décision prise par les chefs d'État de la CEMAC le 25 juin 2013, celle portant suppression des visas pour les ressortissants de la CEMAC dans l'espace communautaire. En séjour au Congo, sont exemptés de l'exigence des visas d'entrée et d'autorisation de sortie sur le territoire congolais pour une durée de 3 mois. La CEMAC est un instrument, pense-t-il, de développement de la sous-région. Et donc, cette décision des chefs d'État devait être entérinée par chacun des États au travers des circulaires. Et le ministre de l'Intérieur, justement, a pris cette circulaire depuis lundi pour rendre effective la circulation, justement, des personnes relevant de l'espace CEMAC sur toute l'étendue du territoire du Congo. Ceux naturellement qui disposent ou d'un passeport, passeport de service, passeport diplomatique ou passeport ordinaire. En tout cas, ils sont exemptés de visa pour une période qui n'excède pas 90 jours. Si le territoire congolais a toujours été ouvert aux citoyens d'autres pays de la CEMAC, l'acte que viennent de poser les autorités de ce pays
a été vivement salué. Le Cameroun est un pays ouvert depuis très longtemps au pays de la CEMAC. Au contraire, nous félicitons ceux qui s'ouvrent aujourd'hui. La libre circulation est une très bonne chose. C'est une manière de booster l'intégration sous-régionale. Et il était temps que cela se fasse. À quelques jours de la tenue en N'Djamena du sommet des chefs d'État de la CEMAC, les annonces partout dans les différents États membres sur l'effectivité de cette décision de la libre circulation des personnes constituent une avancée significative sur la voie de l'intégration économique et du développement de l'espace CEMAC. Je précise que nos équipes s'activent en ce moment sur le terrain, notamment à la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Dans les éditions d'information de la mi-journée, vous avez pu écouter le sous-préfet de Kiossi nous faire l'état de la libre circulation là-bas. Dans les toutes prochaines minutes, Martin Okala va nous produire un reportage qui a été réalisé sur place, sur le terrain, ce jour même. Le temps de parler de cette promotion, la 36e du genre, c'est la situation en Guinée équatoriale. Théodoring Obiangema Mazoro, le fils de l'autre, vice-président de cette République, a été condamné par un tribunal correctionnel du côté de Paris ce jour à 3 ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende à la suite de l'affaire des biens mal acquis. Si des réactions ne sont pas encore enregistrées, c'est un fait inédit et un jugement qui a été rendu à l'absence du principal concerné. Marceline Toussier. Il a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Paris d'avoir frauduleusement bâti en France un patrimoine considérable avec l'agent de la corruption. Théodorin Obiang, vice-président de la Guinée équatoriale, qui ne s'est pas présenté ce jour au procès, a été jugé en son absence pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption. Selon le procureur de la Chambre correctionnelle, ces dépenses frauduleuses en France s'élèvent à plus de 150 millions d'euros, financées par le produit de la corruption, de détournement de fonds publics et d'autres délits commis en Guinée équatoriale. L'avocat de Théodorin Obiang dénonce une décision militante et a su examiner tous les recours possibles. Condamné à 3 ans de prison avec sursis, le fils du président de la Guinée équatoriale n'a pas pu échapper à la justice française. Autre sujet d'actualité, même si on a noté au passage la réaction des avocats défenseurs qui estiment que c'est un tribunal qui a brillé par l'ingérence dans les affaires internes de la Guinée équatoriale. Quelques panafricanistes sont également mobilisés pour condamner ce procès inique. Parlons justement de la sous-région Afrique centrale. Où en est-on avec la libre circulation? Cette semaine, quelques sorties notables ont été enregistrées. Le Gabon d'abord, la Guinée équatoriale et le Congo ont décidé de procéder à cette libre circulation. Même si les délais sont réduits, la situation du Cameroun reste encore assez incongrue et même ambiguë, mais les freins réels à la libre circulation sont identifiés par quelques spécialistes. Salamatou Badian. Accusés d'être en partie responsables du retard du projet sur la libre circulation en zone CEMAC, la Guinée équatoriale et le Gabon ont finalement ouvert leurs frontières respectivement les 17 et 19 octobre 2017, selon les circulaires publiées, après de nombreuses renonciations à la mise en application de l'accord de 2013. C'est la Guinée donc qui a freiné de 4 fers la libre circulation en ne pas ouvrant chaque année que la décision était prise. Il disait il n'y a pas un fichier sécurisé pour les mouvements de personnes, il faut faire. Jusqu'à aujourd'hui, on est arrivé au passeport CEMAC, carte d'identité informatisée et autres. Ils n'ont pas toujours trouvé. On a sorti une autre touche qu'il fallait un fichier des personnes recherchées, terrorisme, autant de choses qui n'ont pas permis que pendant 7 ans, la sous-région puisse avancer dans cette libre circulation des personnes et des biens. Ils rejoignent ainsi le Congo-Brazzaville le 23 octobre dernier, la République centrafricaine le 13 octobre et le Tchad meilleur élève le 8 août 2017, qui ont par leur communiqué supprimé les visas pour les ressortissants de la région. Cela n'est pas sans condition, les bénéficiaires devront disposer d'un passeport biométrique ordinaire, diplomatique ou de service pour un séjour ne dépassant pas les 3 mois. Cependant, pour les observateurs, ces documents seuls ne suffisent pas. On est encore à la libre circulation des personnes. Donc il faut que la commission travaille parce que si je peux me déplacer et que mes biens ne suivent pas,
prises par certains États pour encourager la libre circulation. Nous ferons le point au Congo, au Cameroun, à la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. À quelques heures de l'ouverture du prochain sommet de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, comment juge-t-il cette libre circulation de plus en plus intégrale comme souhaité par la conférence des chefs d'État? Le point sera proposé sur le 20h. Le 20h, c'est également cet ultimatum venant du ministère des Postes et Télécommunications qui donne 6 mois aux différents opérateurs pour se conformer en matière de bonne qualité de connexion dans notre pays. C'est le résultat de l'exploitation d'un rapport d'audit qui a été rendu public aujourd'hui à Yaoundé. Le ministre des Postes et Télécommunications somme ses opérateurs à améliorer pendant ces 6 mois les réseaux. Dans cette édition, vous écouterez les porte-paroles, les porte-voix des consommateurs qui subissent des désagréments depuis quelque temps dans notre pays. Et puis c'est une présidentielle qui a pris une autre tournure du côté du Kenya. Salué au départ, le processus électoral se corse au fil des jours avec des troubles divers et même annulation du scrutin dans quelques circonscriptions. On parle également de morts qui seraient enregistrées à la suite de l'escalade de violence. Mesdames, messieurs, voilà pour la vitrine du journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Nous parlerons de la situation au Kenya vers la fin de cette édition du journal avec cette élection confuse. Le temps d'aller dans un quartier qui était considéré comme le berceau de la fraternité et de l'amour du côté de Bangui en République centrafricaine. Le quartier s'appelle PK5. Hier, c'était le coin des retrouvailles, mais depuis le déclenchement de la crise centrafricaine, ce quartier est devenu très redouté, berceau des différents conflits et des divergences. Le secrétaire général des Nations Unies ne pouvait pas manquer l'occasion de faire un tour à PK5, propager la parole de la paix et de l'unité et du dialogue. Juan Antonio Guterres était sur le terrain. Il en a profité pour échanger avec les leaders religieux. Véronique Boudou nous en parle. En père de famille, Antonio Guterres est allé vivre l'ambiance qui règne à PK5, une zone de Bangui dont la réputation est restée péjorative au vu des massacres qu'elle a enregistrés. Une casquette rejetée par ces derniers au cours de la causerie d'avec le numéro 1 des Nations Unies, qui lui est resté attentif à leurs doléances. Je souhaite une leçon très importante. Et votre message de réconciliation et de paix est un message essentiel en Centrafrique aujourd'hui. Pour le secrétaire général des Nations Unies, il est grand temps de prendre des mesures temporaires d'urgence. Je peux vous garantir que pour la MINUSCA, le principe que le Centrafrique est un pays de tous les Centrafricains et que l'égalité est un principe républicain essentiel est pour nous une valeur indiscutable. Et nous ferons de notre mieux pour garantir que dans notre travail avec les Centrafricains, le gouvernement, les autorités, les communautés, ce principe d'égalité soit reconnu et respecté. Des échanges émouvants qui pourraient s'interpréter comme étant une bouffée d'oxygène apportée une fois de plus par le patron des Nations Unies au peuple centrafricain. Ça a choisi de passer 4 jours en République centrafricaine pour échanger autour de cette crise qui a fait beaucoup de victimes dans ce pays. Et puis l'Afrique centrale, vous parlez de l'actualité également dominante.